Bienvenue. Alors, notre monde numérique, on le voit souvent comme une forteresse. Mais est-ce qu'elle est vraiment si solide que ça? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les bases de la cybersécurité pour que tout devienne beaucoup plus clair. C'est une image qui parle, non? Chaque jour, on vit dans ces maisons numériques. Mais est-ce qu'on sait vraiment comment elles sont bâties? Est-ce qu'on a une idée des dangers qui peuvent se cacher juste derrière la porte? C'est exactement ce qu'on va explorer. Alors, avant de pouvoir défendre notre maison, la moindre des choses, c'est de savoir ce qu'il y a dedans. Faisons une petite visite du propriétaire pour voir comment ça fonctionne à l'intérieur de la machine. Au cœur de tout, mais vraiment de tout, on trouve le processeur, le fameux CPU. C'est lui le cerveau. Chaque clic de souris, chaque lettre tapée au clavier, tout ça, ce sont des ordres qu'il exécute à une vitesse absolument folle. Ok, on a un cerveau. Mais pour travailler, il lui faut un bureau, un établi. Eh bien ça, c'est la RAM, la mémoire vive. C'est son espace de travail, là où il pose ses outils et ses plans pour la tâche en cours. C'est super rapide, mais attention, dès qu'on coupe le courant, hop, l'établi est complètement vide. Alors pour ne rien oublier, il faut bien un endroit où tout archiver. C'est le rôle du stockage, que ce soit un disque dur classique ou un SSD. Si la RAM, c'est le bureau de travail, le stockage, c'est la grande bibliothèque où tout est rangé bien au chaud, même quand l'ordinateur est éteint. Donc là, on a le corps, le matériel, les composants physiques. Mais un corps sans esprit, ça reste une coquille vide, n'est-ce pas? Cet esprit, c'est le logiciel. C'est lui qui donne des ordres matériels et qui donne un sens à tout ça, que ce soit le système d'exploitation ou la plus petite des applications. Bon, notre maison est construite, c'est super. Mais une maison toute seule, isolée, au milieu de nulle part, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut la connecter au reste du monde. Et pour ça, on utilise ce qu'on pourrait appeler des autoroutes invisibles. J'aime beaucoup cette analogie. Imaginez que chaque ordinateur, chaque smartphone, est une ville. Pour que ces villes puissent échanger des biens, des informations, il leur faut des routes. Eh bien, ces routes, ce sont les réseaux. Et en gros, il y a deux types de routes. D'un côté, on a le gigantesque système autoroutier mondial, celui qui relie toutes les villes de la planète. Ça, c'est Internet. De l'autre, on a les petites rues du quartier, le réseau qui relie juste les appareils à la maison ou au bureau. C'est ce qu'on appelle un réseau local, ou LAN. Notre maison est donc construite, et elle est connectée au monde entier. Le problème, c'est que sur ces autoroutes, il n'y a pas que des gens bien intentionnés. Que se passe-t-il quand des visiteurs indésirables décident de venir frapper à la porte? Et ça nous amène à la question cruciale. C'est génial toute cette technologie, mais est-ce qu'on a bien pensé à fermer la porte à clé? Est-ce qu'on a vérifié les fenêtres de notre petit foyer numérique? Parce que des menaces, il y en a un paquet. Ça va des logiciels malveillants, les fameux virus, aux arnaques par hameçonnage de plus en plus crédibles, en passant par des attaques massives qui cherchent à noyer un site sous les connexions pour le rendre inaccessible, et même des attaques qui exploitent des failles de sécurité que personne, pas même les développeurs, ne connaît encore. Prenons le phishing, le hameçonnage. Le principe est vieux comme le monde, c'est de la tromperie. C'est le classique email qui a l'heure de venir de notre banque ou d'un service en ligne et qui nous demande de cliquer sur un lien pour vérifier nos informations. En réalité, c'est un piège pour voler des mots de passe. Et puis, il y a les attaques DDoS. Là, on change d'échelle. Un seul attaquant va prendre le contrôle de milliers, voire de millions d'ordinateurs zombies un peu partout dans le monde. Et ensuite, il leur donne un seul ordre. Tous en même temps, connectez-vous à ce site web. Le site est complètement submergé et plus personne ne peut y accéder. Bon, on a vu les menaces. Le tableau est un peu sombre, je vous l'accorde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se défendre. Il est temps de voir comment on transforme cette simple maison en une véritable forteresse. Toute la cybersécurité repose en fait sur 3 grands piliers. La confidentialité, s'assurer que seuls les destinataires autorisés peuvent lire une information. L'intégrité, garantir que cette information n'a pas été modifiée en chemin. Et enfin, la disponibilité, être certain que l'information et les services sont accessibles quand on en a besoin. Si l'un de ces 3 piliers s'effondre, toute la sécurité s'écroule. Souvenez-vous de l'attaque DDoS, ce raz-de-marée de connexion. Comment on lutte contre ça? Eh bien, des services spécialisés agissent comme un filtre géant placé devant le site. Ils analysent tout le trafic, bloquent l'armée de zombies et ne laissent passer que les visiteurs normaux. C'est un peu comme un service de sécurité ultra efficace à l'entrée d'un concert. Un des outils de base, le premier rempart, c'est le pare-feu. C'est le portier de notre réseau. Il se tient à la frontière entre notre réseau local, qu'on considère sûr, et le grand Far West qu'est Internet. Et c'est lui qui décide qui a le droit de rentrer et de sortir en suivant des règles très strictes. Mais un mur, ça ne suffit pas. Il faut aussi des gardes. Et là, il y a 2 écoles.
D'un côté, on a l'IDS, le système de détection. C'est un peu le chien de garde. Il surveille et aboie très fort s'il voit quelque chose de suspect pour donner l'alerte. Et de l'autre, on a l'IPS, le système de prévention. Lui, c'est le garde du corps. Non seulement il voit la menace arriver, mais en plus il l'intercepte avant même qu'elle puisse faire des dégâts. Tout ça nous montre une chose essentielle. La sécurité, ce n'est pas quelque chose qu'on installe une fois et qu'on oublie. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais. D'abord, on prévient en construisant les défenses. Ensuite, on détecte en surveillant constamment ce qui se passe. Et enfin, on répond pour agir vite en cas d'attaque. Et une fois que la crise est passée, on recommence, on analyse, on améliore et la boucle repart. On a donc nos défenses, nos murs, nos gardes. Nos forteresses numériques sont objectivement plus robustes que jamais. Mais ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Dans cette course aux armements permanentes entre défenseurs et attaquants, qui a vraiment une longueur d'avance ? À chaque fois qu'on construit un mur plus haut, les attaquants ne cherchent-ils pas simplement une échelle plus